Avant, j'étais seul sur mon tracteur. J'écoutais tes podcasts parce que je m'emmerdais. Aujourd'hui, j'ai 4 boîtes et 20 employés. Et il a dit Zizou au hasard. Mais bien sûr, et du coup, c'est super drôle. Ils appelaient, putain, je vais vraiment me faire défoncer. Mais pas la star de Cherbourg. Non, pas du tout. Toute ma scolarité, ça a été peu mieux faire. Voilà, tu vois, Hugo, Très bien. Upster avec Mathieu Stéphanie. Je m'appelle Mathieu Stéphanie, je suis entrepreneur et créateur de contenu. Vous me connaissez peut-être grâce à ça. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Stéphanie. Dans la vie, ce qui m'anime, ce sont les défis. Je rentre dans une nouvelle vie professionnelle, quoi. C'est-à-dire que j'ai vendu ma boîte, Cosa Vostra. Alors j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Génération Do It Yourself, qui vont le découvrir avec cet épisode. À vous tous, je voudrais vous dire bienvenue. Bon Mathieu, on ne va pas te présenter comme une fiche Wikipédia, mais quand même, ton parcours est assez impressionnant. T'as grandi à Cherbourg, t'as bossé dans les médias dès ton premier taf, avant de te jeter dans l'entrepreneuriat avec Citizenside, puis de prendre ton indépendance en créant Cosa Vostra, et depuis, t'es partout, entrepreneur, investisseur, podcasteur et même chroniqueur sur TF1. Mais ce pourquoi on te connaît surtout aujourd'hui, c'est Génération Do It Yourself, ton podcast où tu décortiques le parcours de ceux qui ont osé croire en eux. Et comme tu as osé croire en toi, on va revenir sur tout ça. Ton rapport aux médias, l'entrepreneuriat, la création de contenu. Et évidemment, on va parler de Creator Economy et de YouTube. Prêt à te faire podcaster ou pas ? Je suis chaud. Mais d'abord, c'est le rituel chez Upster. Ça s'appelle les Quick Questions. Okay. C'est des questions que je vais te poser au début, mais surtout, tu n'y réponds pas. Et on y revient à la fin. L'invité de tes rêves que tu galères à avoir. C'est quoi ton attachement avec la Corse ? Si tu devais recommander un créateur ou une startup dont on ne parle pas encore assez, ce serait qui ? Quel est le dernier objet tech que tu t'es acheté ? Ton épisode de podcast préféré, que ce soit du tien ou un autre ? Et la meilleure décision pro que tu aies prise ces 5 dernières années ? On peut commencer l'interview. Et on va revenir un petit peu sur ton enfance. Donc dans les années 80-90, tu grandis à Cherbourg. C'est quoi un petit peu ton quotidien à ce moment-là ? Oh, c'est loin, vous n'avez pas idée, c'est t'as loin. Pas idée, Hugo. C'est de vivre à Cherbourg dans les années 90. Cherbourg, faut voir, ça me fait marrer. Faut voir qu'en fait, quand t'écoutes un peu Orelsan, il te parle de Caen. De Caen, ouais. En te disant, c'est vraiment le trou du cul de la France, tu vois. Et bah pour moi, Caen, c'était la grande ville. Ouais. Tu vois, c'est là où t'allais à l'université. Donc, tu t'imagines où j'étais. C'était loin, quoi. Cherbourg, c'est 3h30 de Paris. C'est vraiment au sud de la Normandie. C'est au nord-nord de... Enfin, de... non, pardon. Alors, c'est un peu différent parce que la Normandie, elle va comme ça et ça remonte. Ouais, donc, okay, c'est en basse Normandie, tout au fond, okay. juste au-dessus de la Bretagne, sur le nord Cotentin. C'est une région merveilleuse, c'est très sympa. Il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un endroit qui est très loin de mes univers business. C'est un endroit dans lequel on construit des sous-marins nucléaires d'attaque, avec Naval Group notamment. Okay. C'est un endroit dans lequel il y a une centrale de retraitement de déchets nucléaires qui s'appelait la Cogema, qui a un autre nom maintenant. Et aujourd'hui, ils ont ouvert l'EPR à Flamanville. Donc c'est très pro-nucléaire comme endroit, ce qui à un moment n'est pas bonne presse. Maintenant, ça y est, on est redevenus tous pro-nucléaire parce que c'est devenu green d'un coup. Moi, j'ai toujours du coup été très pro-nucléaire parce que j'ai baigné dedans, tu vois, donc j'ai pas de problème. T'avais des parents de potes qui bossaient dans les trucs. Tout le monde bossait là-dedans, là-bas. Tu vois, le délire dans un endroit comme ça, c'est que comme tout le monde bosse là-dedans, l'été, on va embaucher les kids pour faire des boulots d'été. Donc ça a été tes premiers tafs ? Payés. Non, mon frère l'a fait, moi je l'ai pas fait. Ils sont payés comme des sagouins, mais genre très cher. Mais comme il faut des accréditations et passer des tests pour rentrer sur les sites qui sont dangereux, et puis voilà, mais en fait, t'es payé à rien faire parce que t'as pas le droit de rentrer sur les sites. Donc, tu sais, c'est vraiment juste, à l'époque, on arrosait la population pour dire, tiens, vas-y, le nucléaire c'est bien, vas-y, viens, parce que c'est des endroits où ça faisait beaucoup d'argent. Voilà, j'ai grandi là-dedans. Moi, je jouais au hockey sur glace pendant très longtemps. Ouais, j'ai vu ça. À un bon niveau même. Ouais, j'ai été pro une année. Ça a été ma grande fierté de ma post-adolescence, on va dire, et c'était ma passion mais absolue. Je dormais, je pensais que à ça, et c'était une très belle école. Et pourquoi que un an ? Parce qu'en fait après j'ai fait mes études à Paris, et que en gros j'ai réalisé, alors je suis parti volontairement à Paris parce que en l'occurrence je voulais pas aller à la case Caen, non pas que j'aime pas Caen, mais que je me suis dit que j'étais pas assez sérieux pour... Tu vois, t'es grandi à Paris, toi ? Ouais. Ouais, donc tu vois, vous vous rendez pas compte, vous les Parisiens, mais quand tu fais Cherbourg-Caen, c'est un peu comme si tu faisais avec tous tes potes de Paris de lycée, et qu'on vous mettait tous dans une ville, dans la même université, et que c'est la méga teuf, en gros. Et donc il y en a qui sont assez sérieux et bien cadrés pour se dire...
ok, je vais bosser, ça va être sérieux. Moi, il fallait qu'on Ouais, m'extrait de toi, ce truc-là parce que tu me mettais avec tout le monde, ça partait en cacahuète tout de suite. Donc, je suis allé à Paris, j'ai fait une école de commerce et je me suis dit, faut que je m'intègre. Le hockey, en fait, ça te prend, je te dis, 20 heures par semaine. Tu fais des déplacements dans toute la France. Et en fait, c'est un truc où t'as plus de vie sociale. Ta seule vie sociale, c'est le club. Donc, Tu jouais pour quel club ? je jouais à Cherbourg, donc pour le club de Cherbourg. Okay. Et voilà, on était payé principalement. J'étais vraiment pro parce qu'on était payé en prime de match, pas en salaire uniquement, mais on a fait une belle année. C'était quoi, de la D1, D2 ? C'était de la D1. Au-dessus, il y avait l'élite. Donc on était sur l'équivalent d'une nationale, d'une D2. Ouais. Ok, trop cool. Et tu tombes assez vite amoureux de Paris, non ? Moi, j'étais supporter du PSG, grandissant à Cherbourg. Je suis parisien dans les veines, quoi. Je suis plus parisien que beaucoup de mes potes très parisiens, quoi. J'aime cette ville. J'ai vécu un peu à Londres, à New York. Paris, c'est le meilleur équilibre pour moi entre la culture, les gens sympas, le business et le réseau, et pas tant que ça, le business, et pas l'obsession de l'argent non plus. Je trouve que c'est un équilibre parfait. J'adore cette ville et je trouve qu'on s'en rend pas assez compte. On s'en est bien rendu compte l'année dernière pendant les JO, le regard du monde sur Paris. Mais voilà, s'il y a un tatouage que je me ferais dans ma vie, ce serait Flugtoit Mervigitour. Et c'est tout, quoi. Pas le PSG quand même non plus, j'irai pas jusque-là. Ok. Ton premier job, c'était du coup en 2002. Ouais. Et t'étais dans l'équipe qui a lancé le quotidien gratuit Métro. Ouais, qu'on commence à oublier déjà un peu. On commence à oublier. Même moi, j'ai des vagues souvenirs en 20 minutes, préparant l'interview. Près, 20 minutes, Métro, c'était un peu plus... C'est un quotidien qu'on distribuait pendant 10-15 ans, qui était racheté par TF1, gratuit, et dont le modèle économique, c'était d'avoir de la pub dessus. Et moi, j'étais leur homme à tout faire au tout début, pendant quelques temps. Et t'as atterri comment là-dedans ? En fait, moi, je viens d'une race très spécifique qui est assez connue finalement, mais les gens se définissent pas comme ça. Je pourrais peut-être penser que tu en fais partie là, comme ça, mais que j'appelle les peu mieux faire. Les peu mieux faire, c'est que toute ma scolarité, ça a été peu mieux faire. Voilà, tu vois, Hugo, Très bien. Et on est plus qu'on ne le pense, et j'ai eu la chance de shifter à la fin de mes études et de me dire, ok, j'en ai marre. Et puis, je commençais à voir ce que je voulais faire. J'aimais l'image, j'aimais les médias, etc. Donc, je me suis mis à bosser plus. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit que je voulais prendre ma vie en main. En fait, je voulais pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'en France, on a cette tendance à se dire, tiens, j'ai passé un entretien, on m'a offert un job, je le prends. Mais attends, tu vas donner des années de ta vie à une boîte pour un job que tu vas prendre, mais que tu n'as pas vraiment choisi, en fait. Juste parce qu'on on t'a dit oui. On a été sympa, et voilà. On t'a dit oui. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est hors de question. Moi, je veux faire un job avec de l'intention. Je veux prendre un job parce que je le veux. Et donc, à la fin de mes études, je suis parti d'abord faire un voyage. Première intention, me dire d'abord, je sais que je vais partir dans un tunnel derrière, donc je voyage. Et ensuite, je vais choisir le job que je veux. Donc, je vais passer plein d'entretiens. Je me suis mis en mode militaire. Le matin, je cherchais du boulot. On va dire que j'envoyais des emails, je faisais des candidatures. Généralement, j'essayais de caler, si possible, mes entretiens l'après-midi. Voilà. Et assez vite, j'ai eu des offres d'emploi et j'ai refusé plein d'offres d'emploi. Jusqu'à ce qu'on me propose une offre pour un job mal payé. Pour un média que je connaissais absolument pas, la presse gratuite, ça avait plutôt mauvaise presse, etc. Mais les mecs que j'avais vus en face, c'était des Suédois. Et je sentais un truc, ils avaient le feu, tu vois. Ils allaient lancer un truc avec plein d'ambition, vite. C'était un mode start-up avant la mode des start-up. Et là, je me suis dit... 2002, là. Ouais, 2002. Ouais. J'ai fait mes entretiens en 2001, et là, je me suis dit... il y avait vraiment un truc. Mais vraiment, c'est peut-être le moins bien payé de tous les jobs qu'on m'a proposé. Et en plus, ils m'ont dit, mec, en fait, tu vas être notre bon à tout faire. Tu vas littéralement faire tout ce qu'on ne sait pas faire. J'étais le premier français. Et donc, je me suis mis à faire des rendez-vous, truc de chercher des bureaux, faire recruter des gens. Je faisais des trucs extraordinaires. Mais l'autonomie boostée direct. Mais ils m'appelaient le dimanche pour faire des trucs. J'étais vraiment, comme on dit en Afrique du Nord, un chaouche, quoi. Tu vois, j'étais vraiment tu m'appelles, je fais. En mode servante. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai appris à lancer une boîte au sein de Métro International, donc cette boîte suédoise qui était basée à Londres. Et c'était fantastique. En un mois et demi, on a lancé un quotidien, sachant que le dernier quotidien qui avait été lancé, c'était des dizaines d'années avant, quoi. Et du coup, direct, tu sens que
il y a cette envie d'entreprendre qui t'habite. Enfin, c'est à partir de là que tu te dis putain, mais entreprendre, je pense que c'est ce que je veux faire. Je pense qu'il y a deux petites étincelles qui sont nées. C'est ce moment-là m'a plu, cette excitation du lancement. Tu lances un quotidien, tu l'imprimes, t'imagines les volumes, c'était hallucinant. On parle au tout début 500 000 exemplaires par jour. C'était bloqué par les syndicats du livre, la CGT qui tenait à peu près tout ça. On a dû faire venir des camions entiers. Et ça, je m'en occupais moi-même, quoi, le dimanche soir, qui venaient du Luxembourg, où on imprimait pour les donner à des distributeurs porte de Bagnolet, qui allaient les donner à tout le monde dans Paris, etc. Et le deuxième truc, moins excitant, c'est que j'ai très vite compris que je ne pouvais pas avoir de boss. En tout cas, j'avais toujours une admiration sans borne pour les patrons de la boîte, souvent mes boss de boss éventuellement. Mais je peux pas vivre dans un lien de subordination. C'est un truc ça fonctionne pas. C'est pas compatible. Donc voilà. Et du coup, 2005, tu prends ton premier envol avec Citizenside. Explique-nous le concept de cette boîte. Parce que moi, j'adore. Citizenside, en gros, en 2005 apparaît un truc révolutionnaire, c'est que sur les téléphones portables, qui n'étaient pas encore des smartphones, arrive une petite lentille comme ça, et on te dit, tiens, ça va devenir des photophones, mot que vous n'avez jamais connu, photophones, et là, je me dis, attends, c'est fou, moi j'habite à Londres à ce moment-là, et il y a donc ce triste événement, terrible événement qui sont les attentats de Londres en 2005, dans le métro, et les seules photos qui sortent de ces attentats, que ce soit ce but, ce qui est éclaté, ce sont, et même des images, des photos d'un téléphone. Et là, je me dis, mais attends, donc l'amateur, le particulier, va devenir le plus gros producteur d'images. Mais en fait, ça nous paraît tellement évident aujourd'hui. Bah oui, mais c'était révolutionnaire. Mais en 2005, Et il faut toujours se reprojeter dans... Là, on voit l'IA. L'iPhone n'est pas sorti à ce moment-là. Voilà, on voit l'IA, on voit tout ça. Il faut quand même te dire que là, tu te repositionnes dans le contexte. J'avais des fonds d'investissement qui me disaient l'appareil photo sur un téléphone, ça n'a aucun avenir. Des gens très smart, des polytechniciens, des énarques, des gens très très smart qui investissaient des millions dans des boîtes, qui me disaient oui, je connais des gens chez Nokia, chez Samsung. Ça va pas durer. C'est juste une mode, mais ça n'a aucun intérêt. Ok, toi, t'es là, t'as 25 piges, tu dis ah merde, peut-être que je fais fausse route, quoi, tu vois. Tu cherches des investisseurs, voilà. Et en fait, on a lancé une agence de presse, on recevait des photos et des vidéos d'amateurs et on les revendait à la presse, aux médias dans le monde entier. Et on accompagnait aussi des médias pour créer les témoins BFM TV, les plateformes qu'on appelle de UGC, User Generated Content, qui venaient de plein de médias dans le monde entier. C'était une bonne idée, mais si j'avais été encore plus smart, j'aurais inventé YouTube. Voilà. Et je vais te dire, c'est là où il faut prendre tout ça avec humilité. C'est que pourquoi j'ai pas fait YouTube ? Parce qu'on avait exactement les mêmes technos que YouTube. C'est que moi, j'ai été bridé par moi-même et mes avocats, mais moi-même avant tout, me dire, mais attends, mais sur YouTube, là, ces mecs, ou sur Dailymotion à l'époque, ils diffusent des matchs de foot, ils n'ont pas les droits, ils diffusent des films, des machins, enfin, c'est le Far West. Eux, ils avaient des plaintes, mais t'imagines même pas de toutes les maisons de disques, de tous les trucs, etc. Et tu te dis, mais je peux pas faire ça, je vais finir en tôle. Donc je l'ai pas fait. Or, en fait, les mecs de YouTube, ils ont pas fini en tôle, ils ont fini milliardaires. Les mecs de Dailymotion, quand même pas mal aussi. Et c'est là où c'est intéressant aussi de voir un peu, de temps en temps, le mode cow-boy, où il faut être capable un peu de toujours jouer sur la ligne. Et après, une fois que t'es plus rodé... Je suis pas en train de dire qu'il faut tuer des gens et faire des braquages et faire des choses. Et je pense aussi qu'il volait rien. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui font des scams sur les cryptos, etc. C'est dégueu, faut absolument pas faire ça, tu vois. Mais je dis juste qu'il y a des moments, marchant sur une ligne de crête, t'arrives à basculer du bon côté à la fin. Mais avec Citizenside, tu signes quand même un partenariat avec l'AFP. Ouais, qui devient actionnaire aussi. Ouais, ça doit être pas le Graal, mais c'est quand même une certaine reconnaissance. C'est une super reconnaissance, mais c'est pareil, c'est un grand apprentissage. Moi, j'étais jeune entrepreneur. Qu'est-ce que tu apprends quand tu parles d'un industriel, on appelle ça un industriel, une entreprise de ton secteur qui vient investir dans ta boîte, eh ben c'est pas une bonne idée. Je le savais plus ou moins, mais je me suis dit ça va aller, et puis on va signer des contrats qui font que. Mais en fait, ce qui a pu se passer quelques années plus tard, c'est que quand des concurrents de l'AFP, Getty, Corbis, 2-3 concurrents internationaux ont regardé ma boîte pour l'acheter, Citizenside, ils ont vite vu qu'il y avait l'AFP au capital, ils se sont dit attends, là je vais faire tout le travail pour faire une offre de rachat. Et puis quand je vais, comme l'AFP avait ce que tu appelles un droit de préemption, ils avaient le droit de dire si lui t'achète à ce prix-là, moi je prends. Je dis je vais faire tout le travail pour l'AFP derrière, pour que l'AFP derrière préempte. Donc j'y vais pas. Donc en fait ça limite tes acquéreurs potentiels. C'est pas un deal
extra. Après, commercialement, ça a fait pas mal de choses, et puis ça nous a donné une aura, de la crédibilité, etc. Donc, c'est intéressant à court terme, mais à long terme, c'est pas la folie. Et du coup, 2010, tu décides de quitter l'entreprise. Exactement. C'est quoi un peu les offs de ce moment-là? C'est t'avais besoin de retrouver ton indépendance? Exactement. Et puis c'est la limitation dont je viens de te parler, de te dire en fait, je peux pas l'emmener beaucoup plus loin cette boîte. Elle est là, elle est finalement dans le giron de l'AFP. Alors il y a des Australiens qui l'ont reprise ensuite, avec qui j'ai bossé, ils sont revenus me chercher 1 ou 2 ans plus tard. Ils l'ont introduite en bourse à Sydney. Il me restait un peu de part. C'était des trucs assez incroyables parce que on a vécu, tu vois, ta boîte que tu as créée 7-8 ans avant sur un intro en bourse qui vaut d'un coup 50 millions. T'es content. Et puis en fait, pareil, moi je les conseillais, je leur disais de pas faire ce que j'avais fait avant parce qu'il y avait toutes les erreurs. Et puis ils avaient une tendance à vouloir pas trop m'écouter. Donc à un moment. Mais voilà, on a fait une belle aventure. Et moi je suis parti. Pareil, on le sait peut-être pas assez, mais quand tu es entrepreneur, tu cotises pas à du chômage ou à des choses comme ça. Donc quand tu pars. T'es à poil, t'as littéralement rien. Alors j'avais un peu d'argent évidemment, on avait vendu des parts, j'avais de quoi m'acheter mon foyer, etc. Mais c'était 1 an avant de devenir papa. Et je me suis remis tout seul. Et j'ai vécu une période extra. Aujourd'hui, on a un peu l'habitude des freelances, etc. Mais là, c'était un peu le début. Moi, je voulais être ce qu'on appelle digital nomade. C'est pouvoir avoir un ordi, un téléphone, bosser d'où je veux. Voilà, en théorie. En pratique... je me suis complètement foiré. J'ai eu un ordi, un téléphone et je bossais de chez moi. Et puis j'ai vite eu un enfant et puis ma femme bossait de son bureau. Donc j'ai fait digital nomade à Paris, ce qui est pas terrible en soi. Pas très nomade. Voilà, mais... pas si nomade. Et puis en plus, très vite, j'ai eu, au lieu d'avoir des employés, je voulais plus d'employés, je voulais plus de bureau, j'ai eu des freelances. Et puis finalement, j'ai eu un bureau en loc. Et puis en fait, je me suis dit, attends. J'ai remis tout sur la table, je me suis dit j'aime bien ce que je fais, je faisais beaucoup de e-commerce, j'avais une boîte qui faisait des cartes de visite en métal, j'étais leader mondial de la niche la plus ubuesque possible, la plus débile même on peut le dire possible. Je vendais des morph suits, c'était des déguisements dans toute la francophonie avec une licence, mais de tout seul, ce qui était assez drôle, c'est que j'avais une sorte de multinationale solo, tu vois. Okay. Je commandais des trucs en Chine, je les vendais à Dubaï ou aux États-Unis, je les voyais même pas passer. C'est assez intéressant. J'ai découvert un monde, c'était nouveau, tu vois, Alibaba, tout explosait en fait. Je conseillais Eurosport. Sur les réseaux sociaux, on a fait des cartons pendant quelques années avec eux et avec plein d'autres médias, TF1, France Télévisions. Et tout ça, je le faisais tout seul au début. Et cette boîte est devenue Cosa Vostra. Moi, j'avais appris à créer des entreprises, je commençais à être dedans, je commençais à investir aussi dans d'autres. Et en fait, je me suis dit, attends, mais moi, je fais bosser des freelances, j'ai pas de bureau, j'ai envie de créer des boîtes encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques freelances avec qui je bosse. Je vais leur dire, vous me rejoignez. J'étais traumatisé de ma première expérience dans laquelle j'avais plus la maîtrise du capital. Et donc, je leur ai dit, la seule règle, c'est que je vais rester à plus de 51%. Et ce sera chez nous, mais c'est moi c'est moi le patron. Et puis, on va faire ça ensemble. Et voilà, et donc il y a 2 de mes 2 associés qui sont venus, un 3e qui s'est greffé après, dont mon frère, et 2 associés avec qui on a créé Cosa Vostra. Et on a réuni tout le monde ensuite et tous les freelances pour avoir une DA, une équipe de dev, une équipe en Tunisie ensuite, une équipe à Bordeaux, acheter des bureaux et créer plein de startups. Et donc, vous créez des startups et vous accompagnez aussi d'autres entreprises. Exactement. L'idée, c'est de se dire que moi, je suis entrepreneur vraiment dans le sang. J'ai des idées tout le temps. Je me retiens maintenant de plus les lancer. Ça me fait presque souffrir. L'idée, c'est de te dire que quand j'étais seul, j'avais des idées. Je voulais faire des choses. Et j'avais pas forcément les moyens ou le temps de le faire. Et on a créé une première boîte qui s'appelait Au Barbershop, qui existe toujours, qui est devenu un des leaders français sur les produits pour barbiers et barbus. On en a créé une boîte qui s'appelle Yo Bureau, qui fait des cours de yoga au bureau. Potentiellement des idées débiles, mais à chaque fois quand tu creuses, tu te dis c'était des trucs super qui fonctionnaient bien. On a créé un truc qui s'appelle Ocus, qui fait des shootings en masse pour Booking, pour Airbnb, voilà, dans tous les sens. On a créé, avec Ocus, on a levé 20 millions, nous on est sortis ensuite. Et toutes ces boîtes, on les a quasiment toutes revendues. C'est en plus, il y a un chiffre que j'ai entendu qui était, vous faisiez 700 shootings par jour. 700 shootings par jour, ouais. Et tu vois, et ça c'est... C'était quoi? Mais c'est des particuliers qui voulaient mettre genre leur appart en Airbnb et qui avaient besoin de belles photos. Exactement. Soit on avait des deals avec Century 21 ou toutes les grosses franchises d'agents immobiliers. On leur disait, si tu as des photos professionnels pour vendre les biens immo que tu as, même un petit appart, ça va se vendre beaucoup plus facilement. Parce qu'à l'époque, il y avait plein d'annonces sans photos.
C'est pareil, ça paraît lunaire, mais moi, ça me semblait ouf. Mais donc, je leur dis, moi, j'ai cette techno, j'ai cette expérience, puisque je faisais ça chez Citizenside avant. Je le faisais pas sur de l'immobilier, je le faisais sur de la news et de l'actu. Et là, on a refait les mêmes frameworks, on a redéveloppé les mêmes choses, on s'est mis à vendre tout ça. Et on avait des deals, pour mémoire, avec des Foncia ou des gens comme ça qui te commandent, tu vois, assez vite, on a vendu des trucs, on faisait 2 ou 3 millions de commandes par an, de commandes par an. Donc, ils s'engageaient pour baisser un peu le prix des shootings. Et donc, du coup, on s'est mis à vendre des shootings photos en masse, soit des plats pour je sais pas moi, comment t'appelles ça, Uber Eats, des marques comme ça, soit en effet des hôtels pour Booking, soit du Airbnb, voilà. Et donc ça, il y a des gros besoins de shooting professionnel, il y en avait en tout cas à l'époque, et nous on déployait ça. Et vous aviez genre une communauté de photographes? Exactement. C'était des nous on les payait, on vendait un prix fixe à notre client. Le photographe, il se déplaçait idéalement dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez lui. Enfin, ça dépendait évidemment quand tu es en région, mais dans les grandes villes, c'était ça. Il allait prendre les photos, il revenait, ça lui prenait une demi-heure, 1 heure max. Nous, on le payait un forfait, je sais pas, je dis 50 €. Il faisait pas de retouche, rien. Il envoyait ses 20 photos. Il avait un cahier des charges très précis. Pour telle agence, tu prends pas les toilettes en photo. Pour telle, il faut 2 photos de l'extérieur. Pour l'autre, il faut bien les chambres. Il faut un zoom comme ça. Et nous, derrière, on envoyait tout ça en retouche au Bangladesh, en Tunisie, au Mexique. Enfin, 24/7, ça tournait. Et on est capable de recevoir des photos. Entre le moment où ça shootait, entre la commande et le moment où tu recevais tes photos, tu avais 24 heures worldwide. Ok. Ah ouais, incroyable. Ouais. Et ça, j'ai des super associés. Et ça, c'était du coup au sein de Cosa Vostra. De Cosa Vostra. Voilà, on avait créé ce qu'on appelle un startup studio et tous les ans, on lançait une nouvelle startup. Ok. Dont Ocus. Mais là, tu vois, au moment où j'ai fait ça, à un moment, on a mis tout notre argent, ce qui était assez marrant quand tu le regardes. Mais moi, j'étais all-in sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où Ocus était quasi en PLS. Moi, je venais d'acheter mes bureaux dans le 17e et à un mois près, je devais rendre mes bureaux. Vraiment, je repartais une main devant, une main derrière. J'avais plus d'argent, zéro. Je vendais chez moi. Enfin, j'étais fini, quoi. Bon, et maintenant, tu animes Génération Do It Yourself et La Martingale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le podcast? Écoute, c'est l'écoute de podcast. Okay. Et pareil, tu vois, si je peux... pour ceux qui nous écoutent et qui veulent entreprendre, il y a un moment, moi, j'ai pas cherché à réinventer totalement la roue, tu vois. J'ai pas copié des gens, mais j'écoutais des podcasts américains et très vite, j'étais accro, quoi, dope, tu vois. Je le suis toujours, hein, mais complètement. C'est-à-dire que moi, j'écoute 8-10 heures de podcasts par semaine. Je regarde plus la télé depuis tellement longtemps, et en fait, j'écoute quasiment rien à part le foot et 2-3 trucs. Je suis pas très sur les médias d'infos et de choses comme ça. Moi, j'aime les choses qui m'augmentent. Je suis obsédé par la performance ou le progrès, on va dire. Je veux progresser en tant que personne, en tant que mari, papa, entrepreneur, pote, si je peux. Je suis pas un très bon pote en ce moment parce que je bosse trop, mais voilà. Et je suis assez conscient de tout ça. Et donc j'écoutais Tim Ferriss, j'écoutais Joe Rogan à l'époque, j'écoutais James Altucher que j'écoute moins maintenant, j'écoutais plein de podcasts comme ça, et je me disais mais c'est fou, quoi. J'ai eu un déclic avec Schwarzenegger où pour moi c'était un gros bourrin, et en fait je l'ai écouté pendant 2 fois 1h30 chez Tim Ferriss, le podcast qui doit dater de 2014, tu pourras regarder. J'ai écouté ce truc et je me suis dit mais waouh, il est incroyable, ce type. Ouais, après, t'apprends à connaître beaucoup plus sur les gens, en fait. C'est voilà. Un peu ça le but, quoi. Et mon objectif après, c'est de me dire, ok, je veux faire un peu comme ça, à la française, à ma manière. Et ce que j'ai compris, c'est que j'avais entendu ce dicton de Jim Rohn qui était on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que 5, etc. Donc, je l'ai pris à ma sauce et je me suis dit, ok, on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Moi, je suis la moyenne des podcasts que j'écoute. Tu es la moyenne de ce que tu manges, de ce que tu consommes comme média. Il faut faire des choix, en fait. C'est hyper important. Si tu manges que de la merde, tu vas finir gros, en PLS et avec un AVC. Si tu consommes des médias tout pourris, tout le temps, tu vas devenir extrémiste, peu importe, religieux, facho, à gauche, j'en sais rien, mais voilà, en fonction de ce que tu fais. Et en fait, il y a un moment, tu dois mettre un peu d'intention dans tout ça. Alors moi, je fais aussi attention à mettre de l'intention, à écouter des choses divergentes, qui me plaisent moins, pour essayer de m'ouvrir au monde. J'aime pas le côté hub, mais voilà. Et j'écoutais ces podcasts, je me dis, ok, je vais aller chercher les meilleurs,
Et je vais augmenter, je vais faire péter ma moyenne et celle de mes auditeurs. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et avec Génération Do It Yourself, tu dis souvent que tu es fasciné par les gens qui croient en eux. Qu'est-ce qui te passionne dans ce type de parcours et dans ces personnalités? Parce que même, je voyais au début, c'était surtout des entrepreneurs. Et après, quand tu as commencé à faire des stars ou des politiques, certaines personnes, en tout cas, t'ont reproché de t'éloigner du monde de l'entrepreneuriat. Et tu as dit, mais moi, en fait, ils ont des mentales d'entrepreneurs, en fait. Ouais. Mais regarde bien, tu vois, dès le début, j'ai eu Bernard Werber, l'écrivain qui fait Les Fourmis. J'ai eu Vincent Defrane, qui est moins connu, certes, mais qui est un champion olympique, qui était porte-drapeau à Whistler, au Canada, sur les JO de Vancouver. J'ai toujours eu cette envie. Le problème, c'est que j'y arrivais moins parce que j'étais moins connu. Donc, j'arrivais plus facilement à avoir des entrepreneurs, et plus particulièrement des entrepreneurs de la tech. Cela dit, mon objectif a toujours été de me dire, je veux des personnes qui se sont lancées. Pour moi, comme tu l'as dit, les gens qui croient en eux, c'est quand même ce qui fait aussi de nous la différence, la beauté de l'être humain. Et par rapport aux animaux, un animal, son seul objectif, c'est de manger, de se reproduire, de dormir, et de manger, de se reproduire, dormir. Enfin, à peu de choses près, on est là. Nous, on a aussi cet intellect, cette créativité qui font qu'en fait, on peut faire des grandes choses. On peut faire des grandes cérémonies d'ouverture, on peut faire aller sur la Lune, on peut faire des choses minables aussi, on peut faire des guerres, on peut faire des tas de choses, mais on n'est pas obligé de... Et donc il y a un moment où toutes ces personnes, que je parlais d'intention, à un moment, on a le choix en fait. Demain, toi, t'es journaliste toi ou... Ouais. Donc demain, tu veux un Pulitzer. C'est ton choix. Si tu veux, tu vois, c'est Edgar Gros-Piron qui m'a dit ça un jour. Tu vois qui est Edgar Gros-Piron ? Non, pas du tout. Edgar Gros-Piron, donc t'es trop jeune, mais Jeux Olympiques d'Albertville, mais tu pourrais le connaître parce qu'il vient d'être nommé comme directeur des Jeux Olympiques de 2030. Un mec extraordinaire. Écoute cet épisode sur Génération Do It Yourself. Le mec, il te dit, tu ne peux pas être champion olympique par hasard. C'est impossible. Il faut l'avoir décidé. Toi, tu pourras pas avoir un Pulitzer par hasard. Il va pas tomber du ciel. C'est pas possible. Oui, à un moment, il faut que tu te mettes dans un moment, il faut te dire, ok, tu sais quoi, dire, les gars, venez, on va aller choper un fucking Pulitzer ensemble. Et on va faire un truc de malade. Ok ? Moi, je passe ma vie à essayer d'avoir des entrepreneurs de ouf, en fait. Tu vois, j'ai eu récemment Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, sur mon podcast. Enfin, il faut aller le choper, tu vois. Après, en effet, j'ai essayé d'avoir Sam Altman, je ne l'ai pas eu. Bon, mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai quand même eu le président de la République l'année dernière, tu vois. Mais j'ai essayé, je mets de l'intention. Très très bon timing. Très très bon timing, ouais. Mais j'y mets de l'intention, il tombe pas là par hasard. Tu vois. Donc voilà, ce que je trouve intéressant, quand tu écoutes Génération Do It Yourself, moi, ce que je pense, en tout cas, en toute humilité, moi, Mathieu Stéphanie, j'ai progressé depuis que je fais ce podcast, mais plus qu'à l'université, plus que... Voilà. Et beaucoup de mes auditeurs les plus fidèles me disent, mais c'est un truc de ouf, je ne suis plus la même personne. Des personnes qui sont maraîchères dans le Luberon et qui me disent avant j'étais seul sur mon tracteur, j'écoutais tes podcasts parce que je m'emmerdais, aujourd'hui j'ai 4 boîtes et 20 employés, tu vois. Il me dit j'y connaissais rien, moi j'ai pas fait d'études. Et en fait, tu vois, moi je suis pas dans l'injonction, les gens font ce qu'ils veulent. Ce que je dis juste, c'est écouter, regarder des gens incroyables, Alain Ducasse, Kev Adams. Tu vois, Kev Adams, tout le monde, on aime bien détester Kev Adams. Mais en fait, Kev Adams, quand tu l'écoutes, le mec, il est là depuis tellement longtemps. Enfin, c'est un patron, le mec, tu vois. Et en plus, il est très créatif, il a des boîtes. Et en fait, il y en a que t'aimes beaucoup plus. Je sais pas, récemment, j'ai fait Edith de Pretto. Il est plus... c'est Edith de Pretto. Mais l'épisode est chambé, d'ailleurs, aussi. Il n'y a pas moins de... Mais en fait, personne n'est arrivé là par hasard. Et toutes les personnes qui viennent sur Génération Do It Yourself sont, pour moi, méga inspirantes. Ouais. Un petit mot rapide sur tes capsules sur TF1. Ouais. Il faut que tu me racontes cette histoire, comment c'est arrivé. En 2019, donc encore une fois, il y a 5 ans, 6 ans, quand tu parlais finances perso, c'était chiant à mourir, mais affreux. Et genre, c'était vraiment le truc pour les vieux, avec des cravates bedonnants, affreux. Et donc, moi, je me suis dit, ok, moi, je veux rendre ça cool. Je veux écouter des mecs, je veux leur parler comme on se parle, et je veux qu'ils m'expliquent ce que c'est qu'une SCPI. Je veux qu'ils m'expliquent ce que c'est que un fonds alternatif. M'explique ce que c'est que l'USDT ou l'USDC. Tu sais ce que c'est? J'ai rien compris de tout ce que l'USDT, l'USDC, c'est des stablecoins dans les cryptos. C'est passionnant. Mais j'ai fait des épisodes, je te le dis, après 6 ans, j'aurais pu me pendre il y a quelques années en disant jamais je te dirais ça, je te le garantis. Mais l'USDT, l'USDC, comprendre comment tout ça fonctionne, c'est un truc de malade. C'est le futur et c'est le présent à la fois.
Et donc, la martingale a été fait pour ça. Et à un moment, je crois que certaines marques ont commencé à se dire « Ah, mais attends, nous, on est en train d'être vus pour des vieilles marques. » Et ils se sont dit « Mais qui est-ce qu'on pourrait aller chercher comme sorte d'influenceur ou de partenaire pour aller vulgariser ce qu'on fait, expliquer aux gens ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est que les bases de la finance, comme le dollar cost averaging à tous nos... Eux, ils aimaient pas les anglicismes non plus, donc je les ai refaits en français, mais sur 1 minute sur TF1. T'as été une star pendant le... Fun fact, je vais me faire gronder de dire ça. Non, mais j'adore nos amis de TF1 et c'était très cool, mais en fait, j'ai été une star chez les potes de mes parents. Ok. Très bien. Bah ouais, mais parce que en fait, vous regardez TF1 le dimanche soir, c'est un carrefour d'audience de ouf. Ouais. Mais en fait, ouais, ils appelaient putain, je vais vraiment me faire défoncer. Hein. Mais non, tu vas pas. Non, mais c'est un réel. Autre public. Non, c'est un autre public. Mais t'as touché un autre public. C'est très très puissant. Un autre public. Mais en fait, voilà, c'est toute le truc de ouf, c'est que moi je voulais un peu aller vers et ça m'a été très utile en termes de réflexion. Tu voulais qu'on parle de YouTube, c'est qu'on échangeait avec pas mal de chaînes de télé pour faire des formats Génération Do It Yourself, Martingale, etc. à ce moment-là. Et en fait, très vite, donc moi je me disais attends, j'ai enregistré avec Arthur un épisode exceptionnel, mais très vite je me suis dit mais en fait ça va nulle part ça. C'est pas, alors c'est pas que vrai, tu prends qui veut être mon associé, les gens qui passent dedans, ils sont super visibles sur les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien pour eux, mais en fait tu dis c'est pas le futur. Et moi en voyant ça, en fait j'ai quasi 0 potes. Et puis non, mes potes ils sont plus vieux que vous, hein, mais qui m'a dit super, je t'ai vu le dimanche soir, mais non, parce que, voilà, il y a plein de monde qui regarde TF1 le dimanche soir, mais... Et toi, dans la rue, t'as vu, genre, je sais pas, des gens qui venaient te voir, c'était des personnes différentes, et là, tu t'es dit, ah. Ce qui a changé dans la rue, c'est pas tant ça, c'est que au début, je faisais que de l'audio, et après, on s'est mis à filmer les podcasts, et à faire des shorts. Et en fait, dans la rue, moi, c'est beaucoup plus et TikTok et Insta et YouTube que le reste. Et après, c'est pareil, c'est très centré. C'est-à-dire que tu me mets dans Paris, au sens large, dans certains arrondissements plus business que d'autres, ou peut-être plus riches, ou plus... voilà. Là, c'est sûr que c'est presque tous les coins de rue. Quand je vais, tu vois... à Cherbourg, j'y retourne, personne. J'exagère un peu à Cherbourg, mais pas la star de Cherbourg. Non, pas du tout. Ah ouais. Alors j'ai eu des trucs sur la presse de la Manche, etc. Mais en fait, c'est très segmenté. C'est ça la folie aussi des médias, ce qui est bien pas bien, mais c'est qu'en fait, moi je touche une cible qui est à la fois une qui niche, est très grande, mais qui est petite. Mais au final, tu vois, je fais 1 million d'écoutes par mois sur Génération Do It Yourself. En fait, 1 million, je vais toucher 300-400 000 personnes sur 70 millions de Français. Ça fait 0,5%. Je me dis, j'ai encore un bassin d'audience de ouf. Mais pas tant, parce qu'en fait, le vrai bassin d'audience de ouf, ce sont des gens qui font des trucs très populaires. Oui. Moi, c'est quand même niche, il faut quand même s'envoyer 1 heure, 2 heures, 3 heures de podcast, avec des termes techniques que je vulgarise, mais je suis pas dans un truc très populaire. Avant de repasser au quick question, nous, chez Upster, on aime bien parler de YouTube, et tu as fait un super pont tout à l'heure en disant que tu aurais adoré inventer YouTube, et que ça aurait pu jouer à peu de choses. C'est quoi ton rapport avec YouTube au fil des années? Comment tu as vu la plateforme évoluer, etc. Mais j'ai toujours eu un rapport à la fois très proche et très loin de YouTube. C'est intéressant. Et notamment parce que, je te dis, depuis la genèse je les ai toujours suivis de manière très proche. J'ai posté assez tôt, je sais pas si elles existent encore, je crois qu'on les a peut-être virées, mais je pas encore, je crois, des vidéos sur YouTube il y a 10-15 ans. Mais après, j'ai pas trop... C'est un peu ce que je faisais, c'était ma grande spécialité pendant très longtemps. Je faisais un truc, je me disais, ok, been there, nailed it, j'ai compris, je passe à autre chose. C'était quoi ces vidéos que tu postais? C'était de la merde, mais c'était plus pour essayer de comprendre comment tout fonctionnait, qui regardait, etc. Alors qu'en fait, tu vois, j'aurais dû continuer en 2012-2013, et puis ça aurait fonctionné. Tu serais youtubeur. Ouais, sur Instagram, très vite, j'ai eu 4-5 000 followers, et puis en fait, après, j'ai arrêté. Je me dis, mais... idiot, tu vois. Et donc, comme quoi, tu vois pas toujours le futur aussi clair qu'il n'arrive. Et en fait, YouTube, tu vois, notamment sur mes podcasts, donc Génération Do It Yourself, on va dire que la moyenne, c'est 2h, 2h15 de podcast. Pendant très longtemps, je diffusais pas mes podcasts sur YouTube, parce qu'en fait, je me dis, mais qui va regarder un podcast de 2h15 ? Ça n'a aucun intérêt, en fait. Moi, je les écoute en courant, en faisant du vélo, en voiture, ce que tu veux, mais voilà, le regarder. Et en fait, très vite, tu comprends que moi, c'est pas exactement ma génération, mais la génération des trentenaires et un peu plus jeunes, YouTube est devenu leur télé.
Et qu'est-ce que ça veut dire quand ça devient ta télé ? C'est confirme. qu'il y a des gens qui allument chez eux, sur leur grand écran, un YouTube et qui regardent Génération Do It Yourself comme compagnon, en faisant à manger, en faisant le ménage, je sais pas, qui laissent ça en fond en faisant autre chose. Comme d'autres laissaient la télé allumée en fond. Et quand t'es célib ou quand... voilà. Et moi, c'est un usage que j'avais pas du tout vu, tu vois. Et donc ça, on l'a sorti. Et aujourd'hui, je fais quasiment autant d'audience sur YouTube qu'en podcast. La seule problématique, c'est que je gagne à peu près 50 fois plus en podcast que sur YouTube. Mais mon modèle économique est très axé sur le podcast. Je suis en train de changer et de shifter un peu sur YouTube, mais voilà. Et là, l'année dernière, on a fait des films aussi. C'est un peu différent. Un film sur le rêve américain, surtout un film YouTube, sur le GR1. tu payes plus parce que il te faut des cadreurs, ou au moins des caméras, de la lumière, du montage. Même si toi, tu fais pas de cut, tu as quand même choix de caméra, Exactement. etc. Exactement. YouTube, c'est tout de suite, quand tu fais 2 heures de contenu ou 3 heures, c'est tout de suite 1 ou 2 jours de boulot derrière, tu vois, par semaine. Donc j'ai littéralement plus d'une personne à temps plein sur YouTube, quoi. Donc voilà, ça coûte cher, ça rapporte un peu, mais moi je mise là-dessus. Mais après, ça t'a peut-être apporté d'autres personnes qui Bien après sûr. sont peut-être venues sur Spotify Puis, ou quoi. Mais de toute façon, j'ai besoin des images pour les autres réseaux sociaux, donc c'est un bon investissement. On repasse aux quick questions du début. Allez, go. L'invité de tes rêves que tu galères à avoir. Écoute, j'ai Zizou, peut-être, mais je pourrais avoir... Zizou, c'est plus convenu. Ok. Évidemment, Zizou, tu vois, je pourrais te dire évidemment Kylian Mbappé, mais Zizou, je trouve ça plus intéressant parce que j'aime bien les plus vieux pour une raison simple, c'est qu'ils ont plus réfléchi leur truc. Puis Zizou, il a quand même gagné. Tout à l'heure, on préparait l'interview et en van, je préparais mes questions et il a dit Zizou au hasard. Mais bien sûr, Et du coup, Zizou. c'est super drôle. Mais bien sûr. Non, mais t'as raison. Mais Zizou, tu vois, il a des ballons d'or et puis il a gagné aussi en tant qu'entraîneur. Bah ouais. Donc il a vraiment la caisse. Et finalement, Kylian Mbappé, j'aimerais beaucoup, mais je crois que je préférerais encore dans 5 ou 10 ans. Ouais. Ça fait de l'audience maintenant, mais en termes de moments, moi je fais quasiment. Il y a des Je pense podcasts. qu'il fera de l'audience un peu tout le temps, Mbappé. Bien sûr, mais en fait, moi je pense avoir certains contenus qui sont vraiment des moments historiques. Tu vois, et qui restent à 2h30 avec un président, avec quelqu'un comme ça. Et donc un Zizou, en fait, je sortir un document de 2h30 avec Zizou, uncut, c'est fantastique. Ouais. Mais j'ai des gens plus sulfureux que j'aimerais avoir. Faudra qu'il se rapproche du micro, par contre, peut-être. Zizou. Oui, alors, ouais. Non, et puis qu'il soit moins langue de bois, mais je pense qu'il en est complètement capable. Quelqu'un de très intelligent. J'ai appris avec Génération Do It Yourself que, encore une fois, personne n'est arrivé là par hasard. Ouais. Et quand tu as le temps, tu prends vraiment des infos de ouf. C'est quoi ton attachement avec la Corse ? Écoute, la Corse, mon père est d'origine corse, j'ai un nom corse, j'ai du sang corse, j'y vais depuis toujours, presque tous les étés. Et je crois que quand tu as ça, tu as un lien très fort avec une île et puis des racines méditerranéennes qui sont super importantes et une culture, en fait. Tu vois, une culture qui est des choses qui paraissent bizarres pour certains, mais... moi, et je fais pareil avec mes enfants, hein, mais si je balançais un de mes frères parce qu'il avait fait une connerie, je me prenais une taloche, quoi, tu vois. Alors, je ne mets pas de taloche à mes enfants, évidemment, en 2025, c'est pas... Non, mais tu vois, c'était genre, tu balances pas, en fait. T'es un ouf. Enfin, tu vois, il n'y a pas de moyen. Donc, c'est l'omerta. J'exagère, mais en fait, c'est des bonnes valeurs. C'est que, enfin, t'es pas une balance, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, je pense qu'on a aussi été traumatisés par les guerres, les délations, les choses comme ça. Et en fait, moi, il y a plein de trucs qui sont très la culture de l'engagement, de la parole. Tu te serres la main, je te dis un truc, je te trahirai jamais. En revanche, c'est pareil, il faut pas me trahir. Tu me trahis une fois, mais voilà. Et donc ça, moi, j'aime bien ça. Plutôt qu'un côté très américain il faut des contrats hyper solides avec des clauses dans tous les sens, ce qui m'horripile. Si tu devais recommander un créateur ou une start-up dont on ne parle pas encore assez, ce serait qui ? Ce serait quoi ? Une start-up, j'irais sur quelque chose qui s'appelle Arcades.ai, qui est une boîte qui fait des influenceurs virtuels. Ok. Parce que ce qu'ils font, c'est ouf. Mais c'est ouf. C'est-à-dire que tu vas dessus, tu ne vois pas, mais jamais tu verras, tu fais la différence entre, voilà, tu as l'impression le niveau de réalisme. Ouais, donc tu peux inventer quelqu'un, lui faire dire ce que tu veux, et lui créer une chaîne,
Et là, il y a plein de chaînes qui se créent en ce moment. Tu vois, là, ça existe. Ça, par exemple, vous voulez un trip pour vous lancer, mettez-vous là-dedans à fond, essayez 1-2 heures par jour, il va se passer des choses là-dedans. Après, ça me questionne énormément, ces trucs-là. Ouais. C'est, est-ce que c'est bien, pas bien nouveau, on sait pas, en fait. Est-ce que tu peux te faire influencer par quelqu'un qui n'existe pas? Ça fait un peu flipper quand même. Déjà, tu peux te dire te faire influencer en soi, t'aimes pas toujours. Mais alors là, tu te dis, ça fait vraiment manipulation, tu vois. Mais en revanche, c'est tellement nouveau, voilà, que je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, je dirais arcades.ai. Quel est le dernier objet tech que tu t'es acheté? J'ai ouï dire que tu étais très branché tech et que tu aimais bien avoir les petits derniers objets à la mode. Ouais, je suis assez... Genre, est-ce que tu as genre le frigo avec un écran et tu sais les plats que tu as dedans? Non, parce pas que aussi ça, je trouve loin. Que ça sert à rien. Ouais. J'essaie quand même avec une mini conscience écologique, de pas acheter non plus n'importe quoi et trop souvent. J'ai un téléphone qui s'ouvre comme ça, là, ça c'est cool. J'ai vu ça, ouais. Mais le dernier, j'hésite entre deux parce qu'il y en a un que je me suis acheté et que je trouve ça très cool, c'est les casques Shox là pour courir, tu vois là, alors là on en osseux là. Ouais, conduction osseuse, ça c'est pas mal. Osseuse. Et on m'a offert à peu près au même moment, ce qui fait double emploi, mais les Ray-Ban Meta. Ok. Je les ai, c'est très cool. Et c'est assez cool. Mais c'est vraiment gadget. C'est gadget, mais attends, pour passer les coups de fil et tout, c'est quand même très très cool. Ton épisode de podcast préféré, que ce soit un à toi ou un autre? Moi, je peux pas dire parce que je les aime tous, tu vois. Là, bientôt, je vais sortir Edith de Préto et je suis trop content. C'est un épisode plein d'émotions, etc. J'écoute toujours beaucoup de podcasts américains et il y a un épisode qui peut paraître full testostérone mais qui ne l'est pas tant, entre deux anciens Navy Seals. Il a fait Harvard Med School, donc il est devenu au top du top des médecins américains, et après il est devenu astronaute à la NASA. Donc tu vois le parcours d'un mec où il te partage un truc où au début littéralement tu chiales, c'est-à-dire qu'il te raconte un ou deux mecs qui sont allés chercher dans les tranchées, mais et eux-mêmes, tu vois, tu as des émotions de deux Navy Seals où waouh, tu dis ce qu'ils vivent c'est pas humain. Un parcours unique d'un mec qui, pour spoiler, mais vous donner un peu du truc, a son père qui s'est suicidé devant lui, enfin, et un immigré sud-coréen aux États-Unis. Enfin, il n'y a rien qui va dans son parcours. Il n'aurait jamais dû arriver à faire ce qu'il a fait. Et c'est là où tu dis que la force intérieure, c'est juste majestueux. Et qu'à un moment, il ne faut pas te reposer ni sur tes acquis, ni sur ton savoir, ni sur tes faiblesses ou tes blessures. Il faut juste voir l'avenir radieux et se dire, tu vois, je reviens sur Luis Enrique, mais qui a perdu une fille, tu sais. Oui. Là, récemment, je voyais ce short. Putain, le mec, il dit... un an ou... ouais, mais tu le vois, il dit, mais en fait, je vis ça bien, quoi. Ouais. Je vis ça bien parce que je pense à elle. Oui, et qu'elle est là. Elle est là, et puis elle a fait ça et tout. J'en ai des frissons à dire ça. Mais en fait, tu vois, tu peux choisir de dire, et je ne l'ai pas vécu, et je me mets pas à la place des gens, mais quand tu le vois de l'extérieur, tu as des gens qui se disent je vais vivre en PLS toute ma vie parce que j'ai perdu un enfant, ce que je comprends, parce que ça doit être affreux, c'est vraiment le pire qui puisse t'arriver. Mais tu as des mecs comme lui qui se disent non, tout ce que je fais c'est pour elle et je continue. Elle est là et voilà. Et je pense à elle et voilà. Donc Johnny Kim chez Jocko Willink. Okay, long story short, comme à chaque question. Et la dernière question, la meilleure décision pro, mais je mets un / perso que tu aies prise de ces 5 dernières années? C'est de vendre Cosa Vostra. Ok. Parce que je peux me concentrer sur ma création de contenu, sur d'autres choses, le fonds d'investissement qu'on a créé OVNI, WeVest, qui est aussi une boîte dans laquelle je suis rentré, mais à chaque fois là maintenant, contrairement à ce que je t'ai dit, je deviens, sur la plupart de ces activités minoritaires, je deviens juste une sorte de porte-étendard, porte-drapeau. Mais avoir une boîte aussi grosse, avec autant de personnes, autant de responsabilités, autant d'implications financières, c'était une charge trop lourde dans laquelle j'avais plus envie. Et c'est pas si simple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent avec un boulet au pied qui est leur entreprise, et qui se sentent investis d'une mission qui est plus la leur. Et moi, ça n'a pas été si simple de prendre cette décision, mais
Je l'ai fait il y a 6 mois et je suis très content pour les nouveaux et pour l'équipe qui est là-bas. Je suis très content pour moi, donc c'est la meilleure décision. Ouais. Trop cool. Et ben merci pour cet échange. C'était super de te recevoir chez Hubster. Merci, longue vie à Hubster. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à Hubster en cliquant sur le lien en bas là, parce que c'est très important. C'est comme ça qu'ils auront de meilleurs invités que moi à l'avenir. Bah non. Et puis on a le droit du podcast. Peut-être à leur newsletter si vous en avez une. Exactement. La chaîne YouTube, Spotify, partout, etc. Partout. Voilà, puis si vous avez le temps, vous venez chez moi aussi. Merci Mathieu. Salut, merci d'être allé jusqu'au bout de l'interview. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner juste ici. Ça nous aide énormément. On sort une vidéo tous les lundis à 18h. Donc activez la cloche pour ne rien rater. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ces interviews. À la semaine prochaine.